Je remercie tout d'abord les organisateurs de m'avoir demandé d'animer cette table ronde qui, me semble-t-il, est bienvenue dans la mesure où elle met l'humain, en quelque sorte, au centre du débat, et donc du débat éthique. Elle met l'humain au centre du débat, et de ce point de vue, elle intervient, me semble-t-il, comme un écho à la conférence inaugurale. Donc c'est très bien que la discussion finale vienne en écho à la conférence inaugurale. Pour introduire un tout petit peu cette... mais très vite, hein, parce que je ne suis pas intéressant, c'est les conférenciers qui doivent parler, et vous, le public surtout, pour introduire quand même un tout petit peu cette dernière table ronde de la journée, parce que c'est loin d'être la dernière interrogation sur l'intelligence artificielle, je voudrais revenir juste sur un point. On a souvent dit ici que l'intelligence artificielle était un outil. C'est vrai, mais ce n'est pas un outil neutre ou un outil innocent. Il y a longtemps que les médecins utilisent des outils, la radiographie, etc., etc. Ils utilisent un outil qui leur est totalement asservi en quelque sorte. Avec l'intelligence artificielle, on a une forme d'outil qui est, et Axel Kahn l'a rappelé ce matin de façon brillante, on a une forme donc d'outil qui pose problème dans la relation à l'humain, dans la mesure où il s'agit d'une puissance de calcul permettant de travailler sur des données, on l'a dit, sur les big data, je ne vais pas revenir là-dessus, et qui intervient comme aide à la décision. La difficulté centrale, à mon sens, hein, mais peut-être je me trompe, la difficulté centrale, elle tient à la façon dont, premièrement, on comprend, deuxièmement, on utilise cette notion d'aide à la décision. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intelligence artificielle peut être un support, mais peut être aussi une concurrence à la décision du soignant, de l'aidant et à la décision du patient. Et en cas de doute, que doit faire le médecin ou que doit faire ou que peut faire le patient? Ce n'est pas du tout une question simple, ça. C'est une question qui est vraiment délicate et à laquelle David Gruson notamment, mais pas seulement, propose une réponse avec un principe de garantie humaine, d'où le titre de le nouveau titre, puisqu'il a changé, le nouveau titre de cette table ronde. Pour répondre à cette question, eh bien, nous avons trois interlocuteurs, trois conférenciers que sont tout d'abord Régis Sobry, que je vais quand même présenter, même si logiquement la plupart d'entre vous, j'imagine, le connaissent. Régis Sobry est donc chef de service du département douleurs et soins palliatifs au CHU de Besançon, pardon. Et il est également le directeur de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. À ses côtés, Marine Baconnet, qui est diplômée de Sciences Po et qui est chef de projet innovation digitale et éthique, mais membre du programme éthique IA, mais vous pourrez compléter hein, ma présentation. Et enfin, Florian Matisse, qui est très proche, à la fois physiquement et puis par le sujet sur lequel il travaille, qui est étudiant infirmier à l'Institut de formation de professions de santé, je crois qu'on le dit comme ça, hein, et qui est rapporteur des propositions du projet Ethicaton. Donc voilà, je passe la parole, alors dans cet ordre-là, hein, Régis, Marine, Florian. Donc. Merci Thierry. Alors, dans le titre, il y a... Ah ben là, il n'y a que la garantie humaine, parce que dans le papier, il y a aussi l'effet Frankenstein. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet effet Frankenstein? Et j'en ai parlé avec le responsable de ce terme qui est Armand Diran, hein, puisque moi, j'aurais peut-être plutôt parlé d'effet prométhéen, parce que je pense que ce à quoi fait référence Armand, c'est le possible effet d'emprise totale par la machine, en quelque sorte, ou l'intelligence artificielle, la possibilité d'être embrigadé, d'être
contrôlé, d'être inféodé par la machine. Alors, je pense que on peut considérer que c'est un fantasme et que c'est une crainte qui est infondée. Je pense qu'il faut, dès lors qu'on emploie ce mot-là, penser qu'il y a un fondement au risque. Je voulais juste dire en miroir que si l'intelligence artificielle peut comporter ce risque d'emprise de l'homme et du soignant pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire que si l'intelligence artificielle est capable du pire, elle peut quand même être capable du meilleur. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'homme lui-même n'a pas besoin de l'intelligence artificielle pour être capable du pire. Et en particulier dans le champ de la santé, je ne vais pas vous parler de Nuremberg, hein, mais en gros, nous savons que nous sommes capables du pire comme du meilleur. Donc dans ces deux cas, qu'on parle d'intelligence artificielle ou pas d'intelligence, ou d'intelligence humaine, on voit se dessiner la nécessité d'un... Je ne parlerai pas de mot de contrôle, mais d'une vigilance autour de tout cela. Pour l'intelligence artificielle, je pense en particulier qu'on a particulièrement peur, je pense que c'est ce que tu disais aussi Thierry, qu'on a particulièrement peur de ce que l'on sent ne pas pouvoir complètement maîtriser. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. Et un des enjeux, à mon avis, un des risques, pardon, quand on a peur des systèmes que l'on craint de ne pouvoir maîtriser, c'est de les interdire, c'est de vouloir les réglementer à outrance, c'est-à-dire de ne rien permettre, ce qui est une autre façon que d'interdire. Et puis c'est de mettre des contrôles, à mon avis, qui sont tellement importants que ça pourrait freiner l'usage. Je voulais dire aussi qu'il en est de l'intelligence artificielle comme de l'action médicale ou de l'action soignante en général. Je le redis parce que souvent mes collègues m'entendent dire cet aphorisme. Ça n'est pas parce qu'on peut utiliser un dispositif qu'on doit l'utiliser. Ça n'est pas parce qu'on sait l'utiliser qu'on doit l'utiliser. C'est pareil pour l'intelligence artificielle que pour tout simplement ce que l'on fait au quotidien. Alors je pense qu'il faut, de mon point de vue, puisqu'on parle de garantie humaine, pardon, je n'ai pas le pouvoir de faire une rotation de ma tête à 180 degrés. Puisqu'on parle de garantie humaine, je pense qu'il faut je pense qu'il faut éviter un régime qui serait celui de la méfiance absolue, que l'on arrive à trouver un régime de la confiance vigile ou de la confiance contrôlée, je ne sais pas trop comment le dire. Enfin, en tout cas, l'enjeu de tout cela, c'est de ne pas être aveugle, de faire confiance, mais d'être vigilant et de tirer le bon grain de livret, en quelque sorte. Comment on peut faire ça? Comment on peut aider à l'utilisation et à l'usage de l'intelligence artificielle pour qu'elle serve finalement l'homme, et l'homme malade, si possible, ou directement ou indirectement par celui qui le soigne. Ça renvoie à une obligation pour celui qui soigne, quand il veut utiliser un système très rigoureux, c'est d'être lui-même très rigoureux. Et je crois qu'il y aurait une erreur à attendre de l'intelligence artificielle qu'elle vienne se substituer à nos failles. Et je pense donc que le soignant de demain, le médecin de demain, devront apprendre, c'est un peu ce que disait Axel Kahn ce matin quand je lui posais la question de la formation, à bien connaître, comprendre et développer des compétences techniques et scientifiques. Sans quoi, à mon avis, effectivement, inévitablement, on aura tendance à se reposer sur un dispositif, et je pense que c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être que je dis des bêtises et vous viendrez me contredire. C'est pourquoi, d'ailleurs, je pense qu'un dispositif de contrôle, c'est la formation. C'est en amont de ce qu'on a l'habitude de penser comme un dispositif de contrôle, mais la formation à l'intelligence artificielle, si je peux dire, peut-être en se servant de l'intelligence artificielle. Se former avec, pas se former à. Se former à une approche presque épistémologique autour de l'intelligence artificielle, au même titre qu'on doit avoir une approche épistémologique de la science quand on veut faire de la médecine ou de la santé. C'est-à-dire se former à une dimension critique. Se former, et ça serait peut-être nécessaire sur un autre champ, mais se former
à l'usage de l'intelligence artificielle avec celui ou ses représentants qui vont en être les bénéficiaires, c'est-à-dire utiliser ce qu'on appelle les usagers comme des formateurs ou comme des co-formés formateurs. C'est une révolution de la formation dont on est en train de parler. Mais à mon avis, la formation est probablement le système de contrôle des mésusages ou des dérives qui est le plus important. Néanmoins, compte tenu du décalage qu'on voit apparaître entre ce qui existe et ce qui existera en termes de développement technique et scientifique dans l'intelligence artificielle et la formation actuelle à laquelle je contribue, mais qui me semble en parfait décalage, c'est-à-dire qu'on forme pour les usages d'hier ou d'aujourd'hui, mais pas pour les usages de demain, me semble-t-il. Je ne fais pas de procès d'intention en disant cela, parce que je pense qu'encore une fois, les développements vont plus vite que notre capacité à les suivre, pratiquement. Et néanmoins, je pense que c'est important de tirer la sonnette d'alarme de l'inadéquation relative de la formation aux réalités futures. Ce qui est quand même un peu étrange. Néanmoins, je pense que autour des systèmes de garantie humaine, il s'agit, à mon avis, de créer, dans le développement de l'intelligence artificielle, des dispositifs de co-contrôle de l'intelligence artificielle. Contrôle par le concepteur du dispositif, conjoint avec le contrôle de l'utilisateur du dispositif, conjoint avec le contrôle du bénéficiaire du dispositif. Il me semble qu'il faut qu'on invente quelque chose dans cet ordre-là. Alors, je ne sais pas, pour en avoir discuté un peu avec David quand il était venu ici, on parlait de mettre en place de façon éventuellement expérimentale, ici ou là, des dispositifs un peu aléatoires de contrôle, pour s'assurer d'ailleurs que l'intelligence artificielle ne dévisse pas. Mais pour un autre objectif, de mon point de vue aussi, c'est pour rester relié à l'intelligence artificielle. Ça me semble extrêmement important. Quatrième point de mon point de vue de contrôle obligé, c'est vérifier que l'accès aux dispositifs comportant l'intelligence artificielle, cet accès est bien soumis à l'accord éclairé des bénéficiaires. On en a parlé là. Mais je voudrais ajouter, je ne veux pas redire ce qui a été dit, ça n'apporte rien, mais je pensais en écoutant les uns et les autres qu'il y a quelque chose qui m'angoisse un tout petit peu, c'est que, on l'a dit ce matin, l'intelligence artificielle, ça correspond à quelque chose qui est une forme d'accélération. On va de plus en plus vite pour brasser de plus en plus d'informations. On arrive de plus en plus rapidement à des solutions à des problèmes. Et en face, ces problèmes, ce sont des problèmes de personnes. Les personnes, parce qu'elles sont malades, vont de plus en plus lentement pour pouvoir intégrer tout cet impensé qui était le leur, toute cette nouveauté qui consiste à ne plus être soi-même et ne plus être tout à fait un autre lorsqu'on tombe malade, par exemple. Donc, on voit bien que les temps pourraient ne pas se croiser si on ne fait pas attention entre le développement et l'usage de l'intelligence artificielle et puis le fait d'être malade. Donc, ça n'est pas parce qu'on sait faire vite qu'il va falloir faire vite. C'est parce qu'on sait qu'on a des machines qui peuvent vite nous aider qu'on doit prendre du temps pour accompagner les personnes dans le cheminement. Parce que l'accord éclairé ne peut que faire suite à un cheminement. Et ce n'est pas un fait. On n'est pas capable, lorsqu'on est malade, de dire « Ok, j'ai tout compris ce que l'intelligence artificielle vient de me sortir, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est bien écrit, encore faut-il l'intégrer. » Et ça, c'est un processus, pour moi, l'intégration. Et c'est le travail du couple professionnel de santé et personnes atteintes d'une maladie, d'un handicap, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on mette en garde ça, et c'est un dispositif de contrôle, il doit vérifier que le principal intéressé est bien le principal concerné par tout cela. Et je répète combien il faut que nous fassions attention, je le vois dans le champ de la gériatrie, je le vois dans le champ des soins palliatifs, combien être malade et être âgé et perdre son autonomie et perdre son indépendance, ça peut amener la personne à ne plus être informée, quand bien même on lui dit tout, au mieux, puisque parfois on ne dit plus rien. Donc plus les gens sont vulnérabilisés, plus il faut du temps pour qu'ils intègrent, et plus il nous faut du temps pour les accompagner, pour qu'ils intègrent. Et c'est ça l'intérêt de l'intelligence artificielle, me semble-t-il, c'est que ça libère ce temps. Et il faut vérifier que ça le libère bien.
Et puis je termine juste par un élément important. Je le disais dans une courte intervention après la conférence d'Axel Kahn ce matin, c'est que je pense que l'intelligence artificielle va nous aider de toute évidence dans la grande majorité des situations dans le domaine de la santé, mais je disais aussi combien les développements, les avancées techniques, scientifiques de la médecine produisent aussi des situations singulières, inédites, qui bénéficieront de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle viendra s'intégrer dans un processus délibératif, de mon point de vue, et interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va élargir le cadre de la discussion quand on est confronté à une situation complexe, à ce que peut nous apporter l'intelligence artificielle, en sachant que l'intelligence ne peut pas nous apporter tout. Puisque finalement, ce à quoi nous aboutissons lorsque nous sommes confrontés à des situations singulièrement complexes, c'est les propositions d'une réponse qui nous apparaît la moins mauvaise. Donc plus on a d'arguments, plus on a un faisceau d'arguments pour prendre une décision qui nous apparaît la moins mauvaise, mieux cela vaut. Et l'intelligence artificielle peut vraiment être une aide, mais n'est pas une fin en soi. Et je pense qu'il faut là aussi que nous profitions de cette poussée de l'intelligence artificielle pour mettre en avant, développer les vertus de ces processus délibératifs comme des actes particulièrement performants, me semble-t-il, pour affronter la réalité complexe que nous contribuons à fabriquer. Voilà, de mon point de vue, les quelques dispositifs de contrôle qui ne sont pas une structure de contrôle, mais des dispositifs à penser et à intégrer, à mon avis, dans la réorganisation du système de santé. Et pas simplement ajouter un nouveau comité Théodule qui s'appellerait contrôle de l'intelligence artificielle. C'est vraiment un changement de culture, me semble-t-il, qu'il faut introduire, puisqu'on introduit quelque chose de nouveau, de très puissant potentiellement, et peut-être dangereux si nous n'y faisons pas garde. Voilà. Bonjour. Alors, je vais faire que compléter ce qu'a dit monsieur Aubry. Je vous remercie pour votre invitation. Donc, je représente le collectif Etikia qui a été fondé par David Gruson, qui a accompagné les étudiants pour l'éthicathon. Et puis, on m'a demandé de réfléchir un petit peu aux conditions d'intégrité d'une garantie humaine. Alors, la garantie humaine au sens du collectif Etikia, c'est vraiment cette idée de principe défini puis appliqué. Je vais vous développer tout ça. Et puis, vraiment une méthodologie d'encadrement du machine learning qui est proposée. Alors, un petit peu juste pour revenir sur le nouveau paysage digital en santé. Donc, si on parle d'intégrité d'une garantie humaine, c'est bien qu'il y ait un risque, sinon de désintégration, au moins d'altération de notre système de santé aujourd'hui. On voit bien la fracture qui existe entre la ville et l'hôpital, entre le champ sanitaire et le champ médico-social, les personnes vulnérables qui sont pénalisées aujourd'hui. Une altération donc, qui émerge en partie d'un sous-investissement digital en France. Le déverrouillage tardif du modèle économique de la télémédecine est vraiment un exemple de cette difficulté de la France à prendre le train numérique en marche. Alors que d'un autre côté, on a des medtech nord-américaines, chinoises, qui se renforcent et qui développent aujourd'hui les techniques les plus avancées de software d'exploitation, la chirurgie assistée par la robotique, les solutions d'IA d'outils d'aide à la décision, en libéralisant totalement l'accès aux données de santé. Donc on a un usage de nos données de santé, voire un mésusage, ça dépend, ce sont des différences qui sont culturelles finalement, donc un usage qui est inscrit dans leur technologie. L'intelligence artificielle diffuse un système de valeurs en ce qu'elle dispose de nos données pour entraîner par l'apprentissage machine des algorithmes qui proposent, voire qui arbitrent. Entre une série de symptômes pour aboutir à un diagnostic, entre la valeur de la vie individuelle et des enjeux collectifs de santé publique. Donc on voit bien que l'émergence de nouvelles techniques IA influe sur la pratique de la médecine. Les méthodes de diagnostic changent radicalement. On n'est plus dans un rapport médecin-patient. Il faut y ajouter la captation de la donnée par d'autres acteurs aujourd'hui. Donc on a un exemple côté patient. Aujourd'hui, une donnée de géolocalisation captée par mon smartphone peut être une donnée de santé.
si je vais à mon centre de dialyse tous les jours, c'est une donnée de santé, cette donnée de géolocalisation. Le suivi d'une chimiothérapie également. On a un exemple côté traitement automatisé de la donnée médicale, les faux positifs et leurs effets psychologiques possibles sur la guérison de la maladie, sur les patients. Donc si l'IA n'a pas d'intention, on constate qu'elle peut causer des dommages individuels. Donc c'est dans ce nouveau paysage en santé qu'intervient le collectif Ethikia. C'est une initiative académique et citoyenne qui réunit des chercheurs, des professionnels de santé, des représentants de patients pour récupérer les clés de compréhension et de contrôle de l'usage de l'intelligence artificielle. Comment ? Alors, Ethikia a défini d'abord un cadre réglementaire et technique souple pour protéger notre système de valeurs. Aujourd'hui, les développements et les programmations des systèmes qui embarquent de l'IA sont encadrés par la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait des produits défectueux. Donc d'un point de vue juridique, les fondements du droit français ils sont suffisants aujourd'hui. Mais ce qu'il faut faire, c'est encourager la formation d'un cadre propice au déploiement de l'intelligence artificielle et au pilotage par la donnée en France et puis en Europe. Alors, que propose Ethikia à cet égard ? D'abord, une souplesse réglementaire et ensuite une méthodologie appliquée. Alors, je vais commencer par la souplesse réglementaire. L'idée, c'est de définir un cadre juridique général qui permette au développement d'intelligence artificielle de rester dans la course à l'innovation pour évoluer ses fondamentales. Donc, ce cadre, c'est celui d'une régulation positive et non punitive à mettre en place au niveau macro. Il s'agit pour les acteurs européens de s'accorder. Le cas échéant, selon Florent Parmentier, professeur de géopolitique à Sciences Po, le cas échéant, des solutions d'IA apparaîtront avec des préférences qui ne seront pas européennes. Ça a été évoqué lors de la commission sur l'IA et la protection sociale organisée par le CRAPS, c'est la cellule de réflexion sur l'avenir de la protection sociale. Donc ce cadre juridique, il s'appuie sur l'information du patient et sur la définition d'un nouveau périmètre de santé. Alors l'information du patient d'abord, elle doit se faire en amont de l'utilisation d'un dispositif IA. Ça, c'est ce que le collectif Ethikia appelle la clé numéro 1 des garanties humaines. Avec son inscription à l'article 11 du projet de révision de la loi bioéthique, ce principe de garantie humaine, il permettra de sécuriser la bonne information du patient lors d'un traitement algorithmique de données massives à l'occasion d'un acte de soin. Par ailleurs, il faudra créer des supports permettant de rendre l'information la plus intelligible possible et expliquer ce que sont les dispositifs embarquant de l'IA et à quel moment du parcours de soins ils peuvent intervenir. Donc on voit bien que les propositions d'Ethikia sont des éléments concrets de méthode qui sont offerts aux professionnels de santé pour être en adéquation avec la loi bioéthique et avec le RGPD. On ne veut pas rajouter une couche de loi supplémentaire, on veut vraiment apporter de la méthodologie pour être en adéquation avec les lois existantes. Alors le deuxième appui de ce cadre juridique, c'est la définition d'un nouveau périmètre de données de santé, ou plutôt la précision du périmètre existant. Donc l'étape, on a beaucoup parlé des data, l'étape de la définition et de la délimitation de la donnée, elle est essentielle pour structurer la base de données dont va dépendre le traitement algorithmique. On a l'exemple du côté des professionnels de santé, du côté des data scientists, des données jamais reportées ou partagées. Par exemple, s'il y a un changement de logiciel dans un hôpital, ça peut provoquer des ruptures de tendance et donc fausser une analyse et potentiellement fausser un diagnostic. Donc Ethikia propose de graduer les données de santé en fonction de leur niveau de sensibilité au regard des principes du droit bioéthique. L'objectif, c'est, pour revenir au niveau macro, c'est de développer un pilotage par la donnée de santé à échelle nationale. On parle de politique de santé data-driven. Il faudra faire ce travail, encore une fois, en adéquation avec la RGPD et la loi bioéthique. Donc on a un accès de données de santé qui a été élargi par la loi 2016 et la nouvelle loi santé 2019. Et on a un accès contrôlé pour les acteurs de santé par la justification de l'intérêt public d'un projet de recherche. Le pouvoir public s'est emparé de ce projet de traitement massif. Un travail considérable de centralisation des données dont on dispose est en cours. L'objectif, c'est de créer un supercalculateur à l'échelle européenne. Et c'est le Health Data Hub qu'on a évoqué tout à l'heure.
Alors, il a été officialisé, hein, le Health Data Hub, et il sera effectif à partir du 1er décembre. Et il va permettre de décloisonner les données de santé et d'intégrer beaucoup plus de données que celles du SNDS. La PHP participera à ce chantier, également l'Association des radiologues français, en partageant leurs données de résultats cliniques. Cette coopération transverse entre les différentes disciplines scientifiques et les experts d'une même discipline est clé pour améliorer à la fois la pratique de la médecine et les modes de prise en charge. On voit là un réel patrimoine commun de données de santé qui est en train de se mettre en place. Et Etikia propose une méthodologie pour les valoriser plutôt que les exploiter. Alors, quelle est cette méthodologie ? Donc, la méthode proposée par Etikia via le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, c'est de limiter l'écart entre ce qui est techniquement possible et ce qui est éthiquement souhaitable. Comment réaliser ça sur le terrain ? Etikia propose d'assurer un arbitrage humain constant, qui a été développé par le professeur Aubry, au moyen de sa clé numéro 2 des garanties humaines. Donc il y a deux choses, il y a le collège de garantie humaine, la télémédecine de garantie humaine. Le collège, c'est vraiment le projet de mettre en place in situ dans les hôpitaux des contrôles aléatoires sur dossier pour vérifier les options de prise en charge qui sont proposées par les dispositifs embarquants de l'IA. C'est-à-dire que régulièrement, tous les 3-4 mois, il est proposé de vérifier l'adéquation entre la proposition algorithmique et le diagnostic du médecin, pour demander, si nécessaire, aux producteurs de l'IA de faire des ajustements. Donc la logique, c'est celle de la boucle de rétroaction qui est propre au fonctionnement informatique, et la forme, c'est celle du contrôle qualité. Et le deuxième point, la télémédecine de garantie humaine, ça c'est un deuxième regard possible en cas de doute d'un professionnel de santé sur une solution émise par un algorithme. Etikia teste aujourd'hui ce principe de garantie humaine sur le terrain, avec le cas d'usage de l'accès à la prévention et aux soins bucco-dentaires qui est mis en place dans 48 EHPAD en collaboration avec l'UFSBD. Donc c'est vraiment un test grandeur nature pour nous du collège de garantie humaine. Alors pour planter un petit peu les décors, vous savez qu'aujourd'hui il n'y a pas de dentiste au sein des EHPAD. C'est un réel problème de trouver des personnes pour prendre en charge l'hygiène bucco-dentaire des personnes âgées. Pourquoi ? Parce que les problèmes d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire, c'est les problèmes d'une personne qui se nourrit mal, donc qui bouge moins, donc qui peut souffrir d'escarres, ce qui cause des problèmes de qualité de vie. Pour pallier cette carence, l'UFSBD a déployé une solution de reconnaissance automatique d'images sur les panoramiques dentaires avec la start-up Dental Monitoring. Donc c'est une simple photo prise avec un smartphone qui est analysée par la machine qui détecte si un soin est nécessaire. Donc tous les 6 mois, un dentiste pourra se rendre dans les établissements avec déjà des patients présélectionnés par la technologie pour des soins identifiés. Donc ce projet est l'occasion pour Etikia de tester la garantie humaine à 2 niveaux. Celui de l'adéquation globale avec la loi bioéthique sur le consentement. Donc là, il y a un réel travail qui a été mené sur le terrain pour adapter les méthodes de comment recueillir l'aval éclairé des résidents ou alors de leur responsable légal. Et puis pour mettre en place un collège de garantie humaine qui, encore une fois, vérifie l'adéquation entre le résultat rendu par la machine et le diagnostic du dentiste. Un dentiste a également intégré la start-up Dental Monitoring en question, ce qui est important quand même. Enfin, le principe de garantie humaine, il va être appliqué à partir du 2e semestre 2020, date du passage de la loi bioéthique devant le Sénat. Donc, ce qu'on attend juste, c'est de mener d'autres expériences sur le terrain pour pouvoir concrétiser ce principe. Alors en conclusion, je voudrais juste insister sur l'avantage dont dispose la France. On a vraiment une base de données de santé en termes de qualité et de quantité
qui est grande et dont il faut profiter. C'est une réelle opportunité pour développer non pas seulement des outils sophistiqués, mais aussi un nouveau modèle d'encadrement et de développement de ces outils et des nouvelles modalités de discussion entre les acteurs. C'est vraiment l'occasion de redistribuer les cartes, de réunir les compétences des patients, des praticiens, des experts, des représentants. D'où l'importance de constituer à l'échelle nationale une base de données unique au sein de laquelle les données sont disponibles et encadrées dans un ensemble qui couvre l'ensemble du parcours de soins. Les garanties humaines de l'IA sont un cadre non contraignant, mais garant de la qualité des algorithmes pour tous ses utilisateurs. Et enfin, ceci permettra de nouvelles pratiques davantage centrées sur le patient comme personne et la protection de ses droits fondamentaux. Je vous remercie. Merci. Florian, c'est à vous. C'est gentil. Alors déjà, tout d'abord, merci grandement de m'avoir invité, en l'occurrence Armand. Donc moi, effectivement, je suis étudiant en sciences infirmières en dernière année à Besançon. Et si aujourd'hui je suis là, c'est pour vous rapporter, en qualité donc de porte-parole, le projet Ethicathon. Alors déjà, définissons ce qu'est le projet Ethicathon. Donc le projet Ethicathon, pour la première année, a eu lieu donc à la fac de droit à Besançon. L'idée a été de mobiliser sur une journée et demie des étudiants issus de différentes filières, autant de droit que de la santé. En l'occurrence, j'étais l'étudiant en santé, il y avait 29 autres juristes, pour imaginer, et j'appuie bien sur le mot imaginer, des modes, qu'ils soient législatifs ou non, des régulations de l'IA dans le champ de la santé, tout en prenant en compte les problématiques éthiques. Alors, le projet avait donc pour mission de nous sensibiliser, de nous questionner sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein des soins. Et donc, nous avons tenté de répondre à une question centrale qui était « Quelle régulation bioéthique pour l'intelligence artificielle dans le champ de la santé ?» Avant d'introduire mon propos, je voulais juste rappeler, c'est qu'à l'heure actuelle, au Japon, 16% des patients sont soignés par de l'intelligence artificielle. Et David Gruson mettait aussi en avant le fait qu'il ne serait pas éthique de ne pas s'intéresser à l'intelligence artificielle aujourd'hui, en 2019. Voilà. Donc, on a réussi à développer la question de comment poser des règles autour de ce qui relève de la singularité, de l'incertitude, mais aussi du questionnement et de la nuance lorsque la santé humaine et le respect des personnes vulnérables est en jeu, mais aussi le respect de l'autonomie des professionnels et des usagers. Car aujourd'hui, le thème du colloque, c'est bel et bien la machine, le médecin et moi. Moi en qualité de soignant, mais moi aussi en qualité de soigné. Les deux. Et donc, j'ai souhaité aborder sous forme de 4 thématiques la majorité donc, des problématiques qu'on a tenté de résoudre au travers donc, de nos groupes de travaux. Donc, la première avait pour sujet de faciliter la collecte de données tout en respectant les droits individuels. Vous y voyez là tout de suite un antagonisme entre les deux. Donc, encore une fois, faites part de votre imagination. Donc, on a imaginé de donner un statut particulier à ces données de santé. On a aussi imaginé de créer un centre national de données de santé, extérieur à ce que l'on peut connaître à l'heure actuelle avec le DMP, par exemple. Cette externalisation des données de santé appartiendrait à tous et non pas à une entreprise. Il y aurait de ce fait une universalisation des données, soit au plan national, soit au plan européen, voire même international. Cependant, on a aussi pensé qu'il serait opportun que le patient régule lui-même ses propres données. Comme on le racontait ce matin, je mets ça en parallèle avec les cookies sur les ordinateurs, lorsqu'on accepte ou bien non d'être suivi, de partager ses données. Ou bien tel un compte Facebook, où l'on donne un accès visible à certaines données à une partie de personnes et à d'autres un petit peu moins, et à un espace public, rien du tout. Eh bien, est-ce possible de faire pareil avec nos données médicales ? C'est une question qu'on a souhaité soulever. La deuxième thématique que l'on a soulevée, elle avait pour objectif d'encadrer le partage de compétences entre humains et machines. L'idée n'étant pas de se délester de tout. Et on l'a bien vu, il y a une certaine forme de binarité lorsque l'on est soignant. Il y a à la fois le côté technique, mais aussi le côté relationnel. Et on l'a aussi vu tout à l'heure, l'intelligence émotionnelle dont nous sommes pourvus, nous, en qualité d'êtres humains,
met en avant des qualités et des compétences relationnelles bien au-delà de celles de l'intelligence artificielle qui, pour le moment, se borne à une capacité d'ordre technique. Alors, nous avons proposé donc de promouvoir des technologies pour libérer du temps aux soignants. Car aujourd'hui, le mal du XXIe siècle, c'est un sentiment de manque de reconnaissance. On le voit bien, que ce soit à la fois dans les soins au sein des hôpitaux, mais aussi plus largement au sein des différents milieux d'activité. Or, si l'on délègue une partie des tâches aux machines, à l'intelligence artificielle, et que nous, soignants, nous pouvons nous consacrer davantage à tout ce qui est d'ordre relationnel, alors nous pensons améliorer la qualité de la prise en soin du patient. Cette meilleure reconnaissance, elle est aussi vis-à-vis du soignant, qui verra davantage un temps alloué au patient plus large, mais aussi ses compétences beaucoup mieux reconnues au sein de son métier. On avait donc peur à une mauvaise répartition des tâches entre l'IA et l'humain, puisque ce qui pourrait arriver comme dérive, c'est que le matin, on arrive en salle de relève, on règle un robot avec des tâches prédéfinies, et puis on se déleste de toutes les tâches. Alors là, encore une fois, on pourrait réguler en assimilant seulement certaines tâches, déjà, que l'on pourrait déléguer, non pas toutes, à l'intelligence artificielle, ou bien en mettant un système de points, pour aussi que nous, on puisse travailler. Cette permission de déléguer ces tâches, elle répond aussi à un facteur de pénibilité. À l'heure actuelle, l'une des causes de la grogne en qualité de soignant, c'est la pénibilité en termes de charge de travail, en termes de douleur liée à la fois à la charge de travail en nombre de patients à prendre en charge, mais aussi, je m'excuse pour le terme que je vais employer, mais de la manutention, lorsque certains établissements ne sont pas équipés. Et donc, cette fameuse redondance. Pourrait-on envisager de déléguer la tâche, par exemple, de réfection de lit à une machine, ou bien de préparation des petits déjeuners tout en assurant un contrôle, et nous privilégier plutôt de la tâche de l'ordre de la toilette, qui a un rapport intime avec le patient, avec la dignité, là encore une fois, du patient. Tout aussi en ayant davantage le temps de prendre en soin ce patient. La toilette est un des moments privilégiés pour avoir du relationnel avec le patient. C'est une véritable mise à nu, dans tous les sens du terme. Et donc là, auquel cas, on pourrait vraiment allonger le temps qu'on pourrait y consacrer. Une des craintes qui nous a aussi permis de travailler dessus, c'était la loi de sécurisation de l'emploi. On a peur, nous, que la majorité des directeurs d'établissement ou d'autres personnes regardent essentiellement le bas de page. Quand je dis le bas de page, c'est le résultat net qu'on fait à la fin de l'année. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est forcément préserver, ou tout du moins reconvertir. Alors on s'est interrogé à la loi économique de Schumpeter avec ce que l'on appelle la destruction créatrice. C'était un phénomène qu'on avait mis en avant lors de l'émergence des caisses automatiques, si je fais le parallèle dans le commerce. Soi-disant, le métier d'hôtesse de caisse aurait dû disparaître. À l'heure actuelle, 20 ans après, il y a une certaine forme de collaboration, si je puis dire, d'une complémentarité entre des caisses automatiques et des hôtesses de caisse. Et même aujourd'hui, certaines enseignes vont plus loin en mettant en avant qu'en prenant la caisse avec l'hôtesse de caisse, elle bénéficie en plus du sourire. Donc c'est-à-dire qu'on en vient aujourd'hui à mettre un argument en plus. Aujourd'hui, on pense que c'est tout à fait faisable de collaborer entre l'humain et l'intelligence artificielle au sein des structures de soins, et non pas qu'on soit remplacé par justement de l'intelligence artificielle et donc des robots. Par ailleurs, on souhaitait quand même mettre en évidence qu'à l'heure actuelle, en 2019, 19,8% de la population est âgée de plus de 65 ans. En 2050, ce chiffre sera porté à 25%, soit une personne sur 4 pour l'ensemble d'entre nous. Donc on y voit aussi un intérêt, nous soignants, de voir cette émergence de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est aussi une crainte, mais aussi on l'accueille à bras ouverts, pour qu'elle nous délaisse de certaines tâches dont on en a une surcharge, justement, et qui derrière va se convertir et s'illustrer en surcharge à la fois émotionnelle, mais aussi d'épuisement professionnel, qui peut amener à une forme de maltraitance. Voilà, via un épuisement de la tolérance. On a ensuite émis l'idée qu'il faudrait une obligation de sécurité et de labellisation, c'est-à-dire d'une certification, d'un audit de ces fameuses intelligences artificielles qui seraient mises en avant au sein des différentes structures de soins. L'on s'est aussi posé la question, et ça a longuement débattu, sur l'obligation que l'IA a vis-à-vis d'un patient. À l'heure actuelle, en santé, un médecin a une obligation de moyens. Il doit tout mettre en œuvre pour arriver à une finalité de préserver la santé, ou tout du moins d'améliorer la santé du patient.
Lorsqu'on va utiliser une intelligence artificielle qui régit à des règles scientifiques, de binarité, de 0 et de 1, est-ce qu'on lui demande à elle aussi une obligation de moyens ou bien on lui demande une obligation de résultat? Je vous laisse imaginer. Et puis on a essayé aussi de mettre en avant que l'on devrait garantir le droit fondamental d'accès aux nouvelles technologies pour tous. Cette avancée de l'intelligence artificielle nous permettrait d'éviter les déserts médicaux, d'éviter aussi les inégalités entre différents milieux hospitaliers qui bénéficient de spécialisation que d'autres n'ont pas. Ainsi, ça permettrait de limiter les temps d'accès aux soins et donc de les favoriser, toujours donc dans une meilleure qualité de vie. Je voulais revenir sur ce côté relationnel. Pas plus tard que la semaine dernière, on a rencontré un patient opéré d'une trachéotomie qui a mis en évidence que le côté d'ordre technique, à savoir que l'infirmier l'avait piqué du premier coup son bilan sanguin, ça n'avait pas eu tant d'importance pour lui, ce côté justement technique, qui pouvait éventuellement être remplacé par une machine. Par contre, ce dont il se souvient à l'heure actuelle, 5 ans après son opération, c'est de la qualité relationnelle avec laquelle il était pris en soin par les soignants au sein du CHRU de Besançon. La troisième problématique pour nous a été de pouvoir résoudre les problèmes de désaccord décisionnel entre l'intelligence artificielle et l'humain. Quelle hiérarchisation pouvons-nous établir suite à une décision prise par l'intelligence artificielle? Est-ce que l'on pourrait l'accoler, telles des directives anticipées, à différents stades de décision? Est-ce que l'intelligence artificielle, par exemple, pourrait émettre des décisions qui pourraient être soit consultatives, soit contraignantes pour le médecin, soit carrément opposables? Et là, encore une fois, est-ce que le patient pourrait émettre ce souhait, à savoir, est-ce que finalement l'intelligence artificielle, je lui donne un total pouvoir sur moi, ou bien seulement un avis consultatif? Est-ce que je pourrais l'inscrire, l'établir au sein de mes directives anticipées? Aujourd'hui, c'est une question que moi-même je me pose. On a là, encore une fois parlé, ça fait le parallèle avec ce que M. Régis Aubry disait, de la formation préalable des professionnels de santé. Et comme vous l'avez justement dit, là je finis mon cursus infirmier, nous ne sommes pas encore formés. On est au balbutiement, si j'ose dire, de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les soins. Donc le champ d'action et le rôle de chacun va être aujourd'hui, je pense, la clé pour les futurs soins de demain. Nous avons aussi pensé à la création d'un observatoire national de type Cour de cassation. La Cour de cassation, aujourd'hui, elle analyse le moyen dont a été rendue une décision de justice. Nous, aujourd'hui, on aimerait aussi éventuellement soumettre à une Cour d'observation nationale de comment l'intelligence artificielle a rendu sa réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne souhaitons pas analyser le résultat de cette intelligence artificielle, mais les moyens du comment elle en est arrivée à là. Et puis, donc, du coup, effectivement, la création éventuellement d'un comité d'arbitrage entre l'humain et la machine. On a aussi une grande peur, c'est que les blouses bleues remplacent les blouses blanches. Puisque, effectivement, est-ce que ça ne va pas soumettre une émergence d'informaticiens au sein des services, à défaut d'avoir des soignants? Ça, c'est aussi une question qui nous a laissé un petit peu en suspens. Et enfin, le dernier point, c'était donc la prérogative de la décision humaine lorsqu'il s'agit d'une question éthique. Puisque l'éthique nécessite une certaine forme de conditionnalité, d'une forme de binarité, et ça répond aussi à une forme de singularité. Là où l'intelligence artificielle est formée à traiter de la masse. Différents problèmes massifs, et non pas singuliers. Donc là, on pense que c'est quand même très important que la prérogative de la décision humaine revienne dans des situations éthiques, telles que le cas Lambert, par exemple. Je conclurai sur la dernière thématique qui nous a été donc importante à traiter, qui était des différentes approches d'une nouvelle responsabilité en santé. On pense qu'il serait opportun aujourd'hui de mettre en place une nouvelle forme de régime de responsabilité si l'IA venait à intervenir au sein de soins vraiment complexes. Car quel est le lien de causalité entre la cause et le dommage que je vais perpétrer à mon patient? Comment on peut incriminer aujourd'hui une intelligence artificielle? Qui en prendra donc la responsabilité? Celui qui l'a conçu? Celui qui l'a utilisé? Ou bien l'État et l'hôpital qui aura donné le droit de l'IA d'intervenir sur des patients? On souhaitait nous aussi éventuellement créer un fonds d'indemnisation spécifique, à l'image du fonds Badinter, éventuellement un fonds de cotisation justement visant à indemniser les victimes de ces dérives. Et enfin, on souhaitait juste sensibiliser aux responsabilités partagées via l'interdisciplinarité, mais aussi la transversalité
transversalité au sein d'un comité national, donc de qui indemnise la victime, qui en est responsable et quel est le degré de responsabilité de l'intelligence artificielle au sein des soins. Voilà, j'en ai fini. Merci. Eh bien, la parole est à la salle et à vos questions. Oui, bonjour, merci déjà. Oui, je me demande, après tout ce qui s'est dit ce matin, si on n'assiste pas à un bouleversement civilisationnel majeur aujourd'hui. Bon, vous dites replacer l'humain, etc. J'entends beaucoup parler d'intelligence artificielle, etc. Et je me demande si les conséquences ne sont pas de faire en sorte qu'on se dirige peut-être vers une société anomique. On voit que beaucoup de choses se font maintenant par l'intermédiaire de nos portables, avec des bouleversements économiques aussi. Hier, il fallait 100 personnes pour reconstruire une voiture. Aujourd'hui, il n'en faut plus que 10. Est-ce que dans le secteur médico-social, on ne va pas assister à ces mêmes bouleversements dans le futur? Et je me demande si, soignants comme soignés, il faut surtout qu'on devienne peut-être des informaticiens performants. Voilà, c'est plus une constatation. Je pense que vous avez compris que si on réfléchit toute une journée, mais depuis plus d'1 an, c'est parce qu'on n'est pas trop sûr de nous quand même. Et je crois qu'effectivement, un des enjeux, c'est de faire très attention à ce qu'on n'arrive pas à ce que vous craignez. Et qu'il y a lieu de le craindre. Le thème même de cette table ronde, c'est de réfléchir collectivement, avec un peu de modestie, je pense, puisqu'on ne maîtrise pas aussi à ce qu'il serait convenable de faire pour tester un encadrement, un accompagnement, pour éviter précisément ce que l'on sait pouvoir advenir. J'avoue qu'en entendant tous les débats de cette journée, je faisais le parallèle avec la crise dans laquelle se trouve le système de santé, voire peut-être plutôt notre société actuellement, qui est une crise de confiance, et qui est une crise qui concerne beaucoup le sens. Si je reste dans la question de la santé, la crise est plutôt une crise existentielle qui consiste à interroger le sens et la visée d'un système de santé, le sens et la visée du soin, et la place de l'homme dans tout cela. Au-delà des revendications qui peuvent exister, cela est au fond. Je me dis que les questions que nous nous posons là, si elles sont saisies telles que nous les posons là, peuvent être une contribution à repenser l'organisation d'un système de santé dans une démocratie, pour l'adapter à une réalité qu'il n'a pas vu venir, me semble-t-il, ou pas suffisamment vu venir, et pour éviter ce que vous craignez, monsieur. Et je pense que c'est tout l'enjeu des débats que nous essayons d'organiser, d'abord pour s'interacculturer. On voit bien que c'est dans le débat qu'arrivent des idées qu'on n'aurait pas eues si on avait été tout seul. Et deuxièmement, pour contribuer à alimenter, via Etikia éventuellement, mais pas que, au sein du comité consultatif national d'éthique dont je fais partie, on voit bien qu'on a inséré la dimension de l'intelligence artificielle au sein même des réflexions du comité d'éthique, ce qui est nouveau quand même. Et puis, il ne vous échappe pas que, d'ailleurs, les questions relatives à l'intelligence artificielle ont intégré la loi de bioéthique et les discussions relatives à la loi de bioéthique. Et puis, il ne vous échappe pas non plus qu'on est en train de réfléchir à... Alors, je crains toujours le pire quand on pense à des lois de modernisation du système de santé, c'est-à-dire que ou de simplification, plus on veut simplifier, plus on rajoute des couches parfois de complexité, mais enfin tout de même réfléchir au fait que notre système de santé n'est plus totalement adapté à ce qu'il a lui-même contribué à générer est à mon avis une nécessité dans laquelle il faut intégrer l'émergence de l'intelligence artificielle. Moi, je partagerais volontiers l'optimisme que j'ai perçu chez notre conférencier de ce matin, Axel Kahn, parce que, pour reprendre l'expression ou l'échange que j'ai eu avec quelqu'un il y a quelques jours, on peut voir le verre à moitié vide ou on peut le voir à moitié plein. J'aurais tendance à le voir à moitié plein, et je me dis que la crise dans laquelle nous sommes peut être un accélérateur de transformation du système. Oui, quand j'ai entendu parler de Cour de cassation, j'ai réagi, parce que je suis Cour de cassation, mais pas dans le domaine
je suis plutôt droit du travail. L'intelligence artificielle, elle est partout, y compris dans la justice, puisque nous appuyons beaucoup sur l'intelligence artificielle, notamment pour nous aider à prendre des décisions. Mais c'est le juge qui prendra la décision. Alors au niveau des responsabilités, le code est bien fait, la loi est bien faite. Pour l'instant, les gens, quand il y a une erreur quelque part, les gens sont indemnisés, soit par l'hôpital, parce qu'on a la directrice qui est là, elle le sait très bien, l'hôpital État, donc, indemnisera. Quand c'est le privé, il y aura toujours aussi une responsabilité avec une assurance. La difficulté pour nous, juges, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, et notamment avec le deep learning, c'est l'apprentissage profond, on ne peut plus contrôler les machines. Et quand on a besoin de comprendre pourquoi une décision a été prise par tel médecin avec l'appui de l'intelligence artificielle, eh bien, l'expert aura du mal à regarder ce qu'il y a dans la machine, parce qu'il ne comprendra pas. Et donc, on est un peu démunis. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Alors, est-ce qu'il faut être optimiste? Oui, parce que de toute façon, on vit avec l'intelligence artificielle, ça ne peut que se développer, ça va encore s'accélérer. J'ai lu quelques livres avant ce débat, notamment le dernier livre de Yann LeCun. LeCun, c'est le prix Turing de 2018. C'est lui un des inventeurs de l'intelligence, du deep learning. Lui, il dit qu'il faut laisser effectivement se développer les algorithmes, l'intelligence artificielle, mais il faut pouvoir, dans certains domaines, pouvoir contrôler. Et donc, c'est Yann LeCun. Yann LeCun, c'est un Français. Et donc, il travaille à Facebook, c'est le patron de tout ce qui est intelligence artificielle dans Facebook. Il dit qu'il faut qu'on puisse contrôler. Donc, il travaille là-dessus. Alors, actuellement, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on est encore loin de la fameuse intelligence artificielle haute. On est encore à l'apprentissage basique. Mais lui, notamment, il travaille sur le développement, notamment, est-ce qu'un jour ou l'autre, il y aura des émotions? Est-ce qu'il y aura du bon sens? Pour l'instant, il n'y en a aucun. Mais il travaille là-dessus. Donc il faut s'attendre à ce que dans les 10, 15 ans, 20 ans, on ait là une intelligence artificielle extrêmement performante. Mais on n'en est pas encore là. Voilà, je n'en dis pas plus. J'avais juste une remarque sur le mot éthique qui a été employé plusieurs fois. Il me semblait que votre intervention était assez intéressante sur le changement aussi du niveau où se situe l'éthique. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que l'éthique, elle est embarquée dans les systèmes techniques. Et il me semble que des initiatives comme Ethikia, c'est de penser cette morale, ces valeurs embarquées dans des technologies, c'est-à-dire au moment où on va faire des choix qui vont orienter la suite. Autrement dit, la question, elle n'est pas en aval sur comment est-ce qu'on va utiliser les techniques, mais en amont sur, finalement, quelles sont les intentions qui sont développées dans ces techniques et quels sont les objectifs. Et à cet égard, je voulais revenir sur la notion que vous aviez développée de périmètre des données de santé, de la distinction entre exploiter et valoriser les données. Parce que dans les données, il y a quand même toujours un potentiel dont on ne sait pas ce qui sera fait. Alors, ok, la loi RGPD est là pour essayer d'encadrer un petit peu les réutilisations des données. Mais dans l'exemple que vous donniez, par exemple, sur les EHPAD et les soins bucco-dentaires, il y a toujours une ambivalence de la donnée qui est à la fois pour des soins, mais aussi pour de la recherche. Et puis ensuite, pour constituer d'autres bases de données, de trouver d'autres sources de valorisation des données. Donc, cette ambiguïté-là, il me semble qu'elle est irréductible. Et toute la question, c'est effectivement de comment est-ce qu'on peut l'assumer et comment est-ce qu'on peut l'accompagner dans l'évolution des usages des données, parce qu'un certain nombre sont encore difficiles à anticiper. Alors, sur la première partie de votre question, c'est vrai que j'ai mené des recherches dans le cadre de Sciences Po sur l'éthique des algorithmes, et ça m'a vraiment aidé à trouver vraiment une définition pragmatique de cette idée philosophique. Je voulais pas du tout lui donner un angle, enfin l'étudier sous un angle moral, mais vraiment plus sur... Mon idée, c'était au départ, est-ce qu'on peut inscrire dans le code le bon, le bien, le sain, ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui est d'un autre ordre, et en fait je me suis rendu compte que l'éthique elle n'était pas consubstantielle à la technique. L'éthique c'est une action, c'est quelque chose qui guide l'action, et donc qui se situe dans l'interaction entre l'homme et la machine, et c'est cet aller-retour perpétuel en fait
que j'ai trouvées dans la démarche d'Etikia, qui pour moi était intéressante parce qu'elle pouvait être réelle en fait. Et alors après sur les données au sens du RGPD, c'est vrai que moi je trouve la démarche d'Etikia très humble dans le sens où ils veulent pas réinventer l'eau chaude, mais c'est plutôt de donner les moyens aux acteurs de santé de se calquer à ce qui existe déjà, à savoir au règlement général de protection des données, avec l'idée de privilégier des medtech européennes, parce que leurs data centers sont en Europe et donc ils seront obligés de respecter certaines règles de privacité des données, et avec une définition des data qui évolue. On a les données de santé par nature, donc qui sont recueillies dans le cadre d'une prise en charge médicale, et on a les données relatives à la santé dans le sens de l'avis 130 du CCNE, c'est les données qui permettent de tirer une conclusion sur l'état de santé d'un patient, donc qui indirectement sont des données de santé. Pour l'instant, on n'est pas allé plus loin dans la définition des données sensibles. Bonjour, et puis je vous remercie de vos différentes interventions. Voilà, je pense que la crainte de la société qui est actuelle, c'est la même crainte qu'il y a eu dans l'histoire à l'apparition de l'imprimerie. L'imprimerie, ils avaient tous la crainte que le modèle d'écriture disparaisse. C'est les mêmes craintes qu'on a avec les nouvelles technologies. Sauf que le problème, c'est que comme c'est nouveau, il faut réinventer. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec M. Florian Maltis. La façon de penser, justement, d'aborder ce mécanisme de nouvelles technologies. Et justement, je mène un travail dessus, et juste à titre personnel, je souhaiterais avoir des contacts. Je verrai avec vous après pour ça. Voilà, je vous remercie. Oui, c'est une question pour Madame Baconnet. J'ai été surprise dans l'exposé de votre démarche en disant que vous souhaitiez mettre en place des contrôles aléatoires sur des dossiers médicaux, et vous vérifieriez entre la machine et la décision humaine, finalement, qu'est-ce que ça donne. Première question, quel sens on donne à ça? C'est-à-dire là, on va mettre en opposition la machine et l'homme. Je ne suis pas sûre que les médecins soient prêts aujourd'hui à accepter ce type de comparaison. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fera quand on s'apercevra que finalement le diagnostic de la machine n'est pas le même que le diagnostic du médecin? On fera quoi? On invitera la famille à venir pour lui dire quoi? Et comme ça a été dit tout à l'heure, finalement, qui a raison entre la machine et l'homme? Comment vous voyez... Pourquoi ce type de contrôle aujourd'hui, puisque c'est ce que vous proposez dans la démarche, et pour en faire quoi? Et pour aboutir à quoi? Alors l'idée, encore une fois, c'est vraiment pas d'opposer la technologie aux médecins. Nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est on veut vraiment inviter la technologie à la table des négociations. La méthode, c'est celle des revues des cas pluridisciplinaires, qui est déjà la méthode qui est utilisée dans les hôpitaux. Et avec un représentant de la technologie qui pourra être capable d'expliquer comment la décision a été prise par l'algorithme. Et cette décision pourrait être comparée avec celle d'un médecin. Et si jamais il y a une différence, un retour qualité pourrait être fait au fournisseur de la technologie pour accompagner le développement de machine learning et éventuellement le perfectionner. Mais il n'est pas question d'opposer le médecin avec la décision algorithmique. C'est la même méthode que celle des revues des cas pluridisciplinaires. Donc, c'est pas une méthode. En cela, on ne change rien. On fait juste évoluer les méthodes existantes en ajoutant le contrôle qualité de l'algorithme. Si vous permettez,
pense qu'un des enjeux, là, aujourd'hui, c'est pas de dire ce qu'on va faire. Hein. C'est d'essayer de penser ce qu'il serait souhaitable de faire. Ce qui est juste en amont, me semble-t-il. Je redis ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on sent bien qu'on est embarqué par quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement, alors qu'on peut craindre, enfin, qui se développe. Et un des enjeux, c'est de créer des dispositifs qui évitent toute forme de mésutilisation, mésusage, mauvais effets inadaptés, etc. Je ne pense pas que les réponses existent. Je pense qu'elles sont à trouver. Et elles n'existent pas dans les dispositifs actuels, me semble-t-il. Donc il faut les penser. Et je pense que ça, c'est de mon point de vue extrêmement important. Sur cet aspect-là, moi je pense que ce à quoi nous sommes appelés, c'est à faire l'éloge de la modestie. On ne sait pas ce qu'il faut faire aujourd'hui pour trouver des garanties humaines à un développement qui pourrait être susceptible de déborder et de nous dépasser. On ne sait pas et on essaie. Je crois que c'est le principe même des tikias. Hein. C'est pour ça qu'il faut mettre de la modestie derrière tout cela. Hein. Mais c'est une opportunité, à mon avis, pour penser des nouvelles organisations. Parce que si nous ne faisons rien en termes de réflexion, moi je ne doute pas que les dispositifs vont se mettre en place et qu'ils ne seront pas accompagnés de principes de garantie, en quelque sorte. Si nous ne réfléchissons pas à cela, parce qu'on peut être dans un déni collectif autour de toutes ces questions. Si nous ne réfléchissons pas à cela, je pense qu'on peut être surpris un matin de se réveiller, je crois que vous employez l'expression de blouse bleue, hein, dans cet univers de blouse blanche, même si c'est une image, hein, j'ai bien compris. Hein. Moi, j'espère que ces blouses bleues, les techniciens, les informaticiens, les mathématiciens, les logiciens, enfin tous les siens, vont croiser et discuter avec les soignants, les patients, et qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre d'une co-construction qui s'impose pour un nouveau dispositif. Donc, c'est un appel à la modestie et à la créativité, dans un système qui, à mon avis, est un peu pris à la gorge par quelque chose qui va plus vite que sa capacité à l'accompagner, je le redis. L'urgence, quand on est confronté à quelque chose de cet ordre-là, ce n'est pas de céder à l'angoisse par la panique, c'est de se dire que l'urgence, c'est de prendre son temps, mais de ne rien interdire de ce qui est possible dans la visée du bien. Donc c'est pour ça que je parlais d'opportunité d'un climat, alors je dis de crise, peut-être pas une crise, en tout cas de tension, pour dire mais c'est le moment de mettre sur le tapis des discussions comme celles que nous avons ici. Et d'investir des dispositifs qui n'existent pas, et à mon avis, qui ont tous des vices et des vertus, me semble-t-il. Oui, il n'y a rien de figé. Et en tant que directrice d'hôpital, je ne peux que vous inviter à joindre le collectif pour nous aider à perfectionner notre méthodologie. Oui, j'aurais voulu vous faire une petite rétrospective et plonger dans le temps. Parce que ces problèmes de l'homme et de la machine, responsabilité éventuelle en responsabilité de la machine, de l'homme ou du préposé, du commettant, etc. Moi, j'aimerais vous parler très rapidement de ce qui s'est passé le 20 mai 1936. C'est-à-dire, c'est pas hier. Eh bien, c'est un arrêt de la Cour de cassation qui s'appelait l'arrêt Mercier et qui a beaucoup fait changer le droit médical et la responsabilité. Parce que ce pauvre monsieur Mercier avait un petit bouton sur le nez qui était un bouton cancéreux. On a utilisé une machine de radiothérapie. Ça ne s'est pas très très bien passé. Il faut savoir qu'à l'époque, la responsabilité médicale était une responsabilité délictuelle. Et sans entrer dans les détails des circonvolutions que vous connaissez certainement, eh bien on est passé à cette occasion de la responsabilité délictuelle à la responsabilité contractuelle. Et l'obligation de résultat s'est transformée en obligation de moyens, en sachant qu'on ne va pas rentrer dans les détails, ça serait extrêmement compliqué. Donc, vous voyez, en 1936, on était déjà dans ces problèmes de machines. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop pessimiste, et puis on verra si un jour il y a des procès contre les robots, les experts et les magistrats se débrouilleront bien. Mais moi, je fais confiance à l'homme. Peut-être deux dernières questions, alors. Oui, Bon, non, oui.
Frédéric Houbert, je suis un chirurgien au CHU de Besançon. Il se trouve que j'ai 2 travaux de recherche qui impliquent l'IA. Mais je pense que l'enjeu, il déplace largement le problème technique. Et je voulais faire un parallèle, parce que tout à l'heure, Régis Aubry a utilisé le mot de démocratie. Finalement, l'enjeu majeur, il est bien démocratique. C'est pas anodin que, par exemple, dans les activités nucléaires, par exemple, les pays démocratiques essayent de limiter l'extension de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans des pays non démocratiques. Et c'est pas anodin que pour l'IA, c'est des pays non démocratiques qui utilisent maintenant l'extraction de données massives en santé ou qui utilisent l'IA pour la reconnaissance faciale. Donc finalement, les débats citoyens et la démocratie, c'est l'enjeu majeur pour le contrôle du développement technologique au sens large, y compris l'IA, qui bien sûr aura des bienfaits colossaux, à condition que l'enjeu démocratique se généralise et se développe et reste le fondement du développement de nos pays. David ? Il y a 2 choses qu'on a entendues à plusieurs reprises, à la fois ce matin et cet après-midi, qu'on ne peut à mon avis pas manquer de mettre en relation. La première, c'est que on observe que les solutions qu'on pourrait développer à l'aide de l'IA sont d'autant plus pertinentes et performantes que le volume des données disponibles et leur accessibilité est grand. La deuxième, c'est qu'il y a apparemment une différence importante entre justement ce qui peut se faire en matière d'accès aux données de santé en Amérique du Nord et en Asie et ce qui peut se faire ici en Europe. Donc, est-ce que... Alors déjà, par ailleurs, vous dites qu'on constitue une base de données collective en Europe. Donc, est-ce que vous pourriez simplement préciser quelle est la différence au niveau de ces accès? Est-ce que ça signifie pour les acteurs qui potentiellement pourraient en avoir accès? Deuxièmement, si ces données sont plus volumineuses et plus accessibles pour les sociétés qui exercent en Amérique du Nord et en Asie, n'est-il pas inéluctable que ce soit celles qui demain développent les solutions qui vont être les solutions, ou à défaut d'être les plus performantes, en tout cas qui vont se répandre le plus sur le marché, qui seront le plus utilisées à terme, que ce soit également celles qui attirent le plus les talents, et enfin, le cas échéant, dans ce cas-là, quel serait notre levier? La CNIL va se prononcer sur le Health Data Hub. Elle ne s'est pas encore prononcée sur ce grand projet de centralisation des données de santé. Mais en tout cas, il est prévu un accès contrôlé et qui sera graduel en fonction de la personne qui demande l'accès aux données. L'accès ne sera pas le même pour une medtech, ou pour un patient, ou pour un professionnel de santé. Voilà. Et aujourd'hui, on est plutôt à l'étape de la fusion de toutes les bases de données existantes. Et puis après, l'idée de la valorisation et de l'exploitation viendra. Donc on est sur un accès régulé, et à la différence de ce qui se fait, si j'ai bien compris, en Amérique du Nord et en Asie, où l'accès dérégulé... Les données de santé sont indexées au marché, donc c'est complètement une autre approche, oui. D'accord. Et donc pour la deuxième partie de la question, je ne sais pas si vous avez une réponse, mais... C'était de savoir si, dès lors que ici nous avons un accès régulé et qu'à d'autres endroits l'accès est dérégulé, compte tenu du fait que le volume de données et leur accessibilité fait partie de ce qui peut garantir la pertinence de la solution, est-ce qu'il n'est pas inéluctable que les solutions qui se développent soient des solutions qui ne seront pas européennes? Je passe la parole à Régis Aubry, à la fois pour répondre à votre question et pour répondre à la question sur la démocratie, ce qui permettra de conclure notre belle journée. C'est un peu ce que vous soulevez, c'est ce paradoxe. Le temps que l'on prend pour réfléchir à des réponses justes, en termes de justice, aussi bien que de justesse, est un temps qui fait qu'on est dépassé par d'autres pays qui ne sont pas toujours des pays démocratiques, voire qui sont souvent des pays qui ne sont pas démocratiques. C'est ce que tu disais. Je ne parle pas de l'Amérique du Nord, hein, mais je parle en particulier de pays, alors j'espère ne pas choquer, mais je trouve que la Chine développe des dispositifs en ce moment qui sont de nature à devoir nous inquiéter. Et je pense, sans trop me tromper, qu'on ne peut pas garantir que ce qui se passe en Chine relève
démocratie au sens le plus philosophique du mot. Donc ce paradoxe-là fait est-ce que, au motif qu'au plan international, il existe des développements qui peuvent attirer des scientifiques, il faut que nous arrêtions d'avoir un système vigile dont les enjeux est d'éviter les dérives de ce même système. Je ne sais pas répondre à la question que vous posez, je pense que ça ne vous choquera pas que je ne sache répondre, mais moi j'en appelle à une réflexion beaucoup plus internationale pour appréhender ces questions qui finalement ont un objectif. C'est le respect de l'homme vulnérable. Je parle uniquement au travers du prisme de la santé. Et je ne crois pas que les solutions dans les pays démocratiques puissent être respectueuses. Donc il faut avoir des intérêts supérieurs aux intérêts matériels quand on veut regarder ces questions. Et je pense qu'il faut faire de la résistance à la tentation de la satisfaction professionnelle qu'on peut avoir lorsqu'on est un technicien qui maîtrise ces questions-là, quand les enjeux sont des enjeux sur l'avenir d'une société qui, si elle ne respecte plus l'homme, va dans le mur. Bon, je conclus là-dessus, sur cette note très positive, mais en pensant qu'on n'a pas tort, je crois que j'ai employé le terme tout à l'heure d'urgence de prendre son temps, on n'a jamais tort de prendre le temps de réfléchir. Parce qu'à mon avis, l'action rapide au motif que d'autres le font est une action dangereuse, qui comporte des dangers, plus exactement. Voilà, enfin, peut-être qu'on termine sur cette journée et sur ces éléments conclusifs, mais je crois néanmoins que, pour continuer à vous répondre en concluant et en ne vous répondant pas d'ailleurs, puisque vous ne m'écoutez pas, Sarah perturbe la suite de ma réponse. Un des enjeux pour moi est de poursuivre la réflexion sur ces questions-là. On voit bien qu'on n'est pas arrivé, on est au milieu du gué. Hein. Et le milieu du gué, vous savez, c'est quand ça tangue beaucoup. Parce que le risque aussi, c'est que toutes les compétences en mathématiques, en informatique, elles franchissent le Rubicon ou l'Atlantique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais et qu'on n'ait plus les moyens de nos ambitions, ce qui serait quand même un paradoxe. Hein. Mais enfin, quand même, je crois beaucoup en la pensée, je crois beaucoup dans la raison, je pense beaucoup dans l'éthique du respect des personnes. Nos sociétés n'existent que parce qu'on réfléchit à ce qui peut être une source de cohésion entre les individus. On y réfléchit quand on le fait comme on le fait, on n'y réfléchit surtout pas quand on se dépêche pour être le premier dans la compétition internationale dans un monde libéral, me semble-t-il. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on ait aussi cette capacité dans ce pays qui prétend être un des berceaux de la démocratie à résister à ces approches très normatives au plan international. Mais raison de plus pour y réfléchir, raison de plus pour mettre de l'énergie et des moyens dans la recherche autour de ces questions-là, raison de plus pour expérimenter, me semble-t-il, des dispositifs, parce que seule l'expérimentation évaluée permettra d'avoir des dispositifs justes, adaptés, performants au sens le plus noble du mot de la performance, entre guillemets. Donc je nous encourage tous à poursuivre la réflexion. Je vous souhaite une bonne soirée.